passer une nuit blanche. Des projets particuliers pour le week-end, Charlie? Oui. Samedi soir, je regarde l'intégrale de Star Wars avec des amis. On a décidé de passer une nuit blanche pour revoir les 6 premiers épisodes de la saga. Quelle que soit ma passion pour Star Wars, je crois que je tomberai quand même de sommeil au bout d'un moment. Mais c'est une bonne idée. Tu les regardes en VO, j'espère. Bien entendu, Catherine. Je préfère les regarder en anglais. Moi aussi. C'est marrant, Catherine, mais je n'aurais jamais cru que tu t'intéresses à la science-fiction. Tu pensais que je ne lisais que des romans à l'eau de rose? Tu as vraiment l'air surpris. Et pourtant, depuis petite, je dévore les romans de Jules Verne. J'aime bien les relire de temps en temps. Jules Verne, c'est un classique. Il est considéré comme le père de la science-fiction. Mais mon auteur de science-fiction préféré, c'est René Barjavel. Attends, ce n'est pas lui qui a écrit Ravage ? Si, mais pour moi, c'est surtout celui qui a écrit La Nuit des temps. Je crois que je l'ai lu au collège. Moi aussi. Et dès que j'ai découvert ce roman, il est vite devenu un de mes livres de chevet. Dès que je l'ai ouvert, je n'ai pas pu le refermer et j'ai passé une nuit blanche pour le terminer. Tu peux me rappeler un peu l'histoire ? Ça ne m'a pas trop marqué, pour être honnête. Eh bien, c'est l'histoire d'une expédition scientifique en Antarctique. Les scientifiques français découvrent un émetteur de signaux enfoui très profond sous la glace. Petit à petit, ils atteignent le signal et réalisent qu'il a été programmé par des humains 900 000 ans plus tôt. Ça me revient un peu. J'aime bien le début, en tout cas. Oui, c'est captivant dès les premières pages. Ensuite, les scientifiques découvrent 2 êtres humains, un homme et une femme, congelés depuis tout ce temps, et qui sont les seuls survivants d'une civilisation disparue. Les scientifiques vont passer des nuits blanches à essayer de les ranimer, puis ils vont, petit à petit, découvrir cette civilisation ancienne. Oui, je me rappelle mieux maintenant. Si je me souviens bien, il y a une magnifique histoire d'amour dans le roman. Tu vois, Charlie, que toi aussi tu es un peu fleur bleue. Effectivement, l'histoire d'amour est bouleversante. À mes yeux, c'est une des plus belles jamais écrites. Et la suite du roman ? Il faut que tu le relises, Charlie, je n'en dirai pas plus. Bien joué, Catherine. Je crois que je vais le relire dès ce soir. Ce que j'aime aussi dans ce roman, c'est qu'il montre très bien l'absurdité de la guerre et du nationalisme, qui amène des souffrances inutiles, quelle que soit l'époque. Mais dis-moi, avec un scénario pareil, il n'y a jamais eu de film qui en a été tiré ? Eh bien non, mais ce roman mérite un très grand réalisateur. Si un film sort un jour, je passerai des nuits blanches à le voir et le revoir. Tu trouves que j'ai grossi pendant mes vacances ? Oui, un peu. Je t'ai averti que ça allait arriver. Le foie gras, les chocolats, les plateaux de fromage français. Je sais, mais je n'ai pas réussi à me contrôler. Et pourtant, je n'ai jamais rempli mon assiette. J'ai juste goûté un peu de tout. Ce n'est pas de ma faute si mon cousin cuisine si bien. Pauvre Charlie. Tu vois, il a choisi de suivre une carrière de chef cuisinier. Il a fini ses études l'an dernier et il a fourni beaucoup d'efforts pour ouvrir son propre restaurant. Est-ce que son projet a abouti? Oui, il a racheté un restaurant qu'il a agrandi et embelli. Il ne l'a pas encore ouvert, mais il a déjà réfléchi au menu qu'il veut proposer à ses clients. Et quand j'étais chez lui, il a voulu que je goûte à toutes ses recettes. Et comment as-tu réagi? Tu n'as pas pu lui dire non? Évidemment. Et il a rempli la table de mets succulents en tout genre. Il m'a ébloui par son talent et son originalité. J'ai failli faire une crise de foie tellement j'ai mangé. Et ensuite,
je suis allé voir le reste de ma famille. C'est pour ça que je suis au régime maintenant. Je vois le tableau. Mais dis-moi, toi, tu n'as pas du tout grossi. Tu as même minci. Comment as-tu fait? Eh bien, j'ai obéi à quelques principes essentiels. Premièrement, j'ai banni le grignotage entre les repas. Deuxièmement, j'ai choisi des fruits de mer à chaque fois que c'était possible. C'est vrai que les huîtres, c'est très diététique. Mais je n'aime pas ça. Troisièmement, je parle toujours le plus possible pendant les repas. Comme ça, je mange moins. Et personne ne remarque que tu ne manges rien? Le truc, c'est de ne pas laisser de blanc dans la conversation. Pour cela, il faut trouver des sujets qui intéressent les convives. Avec ton cousin, par exemple, tu peux parler des grands chefs cuisiniers, comme Auguste Escoffier, par exemple. Qui sait? Il a été le premier cuisinier à recevoir la Légion d'honneur. Il a grandi dans une famille de restaurateurs et n'a donc pas choisi d'être cuisinier. Il rêvait en fait d'être sculpteur. Ce roi des cuisiniers et cuisinier des rois a créé de nombreuses recettes comme la poire Belle-Hélène, la pêche Melba ou les crêpes Suzette. Tu me mets l'eau à la bouche. Pour la petite anecdote, il voulait dédier ses crêpes au prince de Galles, auquel il les a servies. Mais celui-ci a réagi en disant « Pas du tout, je n'en suis pas digne. Nous donnerons à cette chose merveilleuse le nom de cette jeune personne qui est avec moi. » C'était très galant de sa part. La réputation d'Escoffier a aussi grandi grâce à sa collaboration avec César Ritz dans la création d'une hôtellerie de luxe fréquentée par l'aristocratie. Il a aussi révolutionné le travail en cuisine en imposant de nouvelles règles d'hygiène et en développant le concept de brigade inspiré de l'organisation militaire. Et peux-tu me rappeler la recette de la poire Belle-Hélène, s'il te plaît? Je croyais que tu étais au régime. L'Allemagne sous le choc après des agressions de femmes le jour du réveillon. Plus de 500 plaintes criminelles, dont 40% faisant état d'agressions sexuelles, ont été déposées dans la ville allemande de Cologne après les célébrations du réveillon du Nouvel An. Les attaques ont eu lieu dans le quartier de la cathédrale et de la gare principale. Le ministre de l'Intérieur de la Rhénanie du Nord-Westphalie, Ralf Jager, a publié un rapport officiel lundi. Selon le rapport, un groupe d'environ 1000 hommes d'origine arabe et nord-africaine s'est rassemblé dans le centre de Cologne le 31 décembre. Après avoir ingéré de la drogue et de l'alcool, a dit Jager, de plus petits groupes se sont formés, ont entouré des femmes, les ont menacées et les ont agressées. 19 personnes font en ce moment l'objet d'une enquête par la police d'État en rapport avec les agressions. Et aucune d'entre elles n'est un ressortissant allemand. 10 des suspects sont des demandeurs d'asile et 9 d'entre eux sont arrivés en Allemagne après septembre 2015. Des manifestants anti-migrants sont descendus dans les rues samedi et dimanche. Des Pakistanais, des Syriens et des Guinéens ont été agressés par différents groupes d'Allemands, des attaques apparemment commises en représailles. Aussi abominables que soient les crimes de Cologne, rien n'excuse des représailles contre les immigrants. Pour beaucoup de gens, le lien entre les agressions et l'immigration est évident. Selon le rapport, l'association de la violence sexuelle de groupe et du vol n'avait jamais été observée en Allemagne avant cette année. Cette même année, au cours de laquelle environ
1,1 million de demandeurs d'asile sont arrivés en Allemagne. Eh bien, dans ce cas, je peux te donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec les immigrants. Les agressions sexuelles au Caire pendant la révolution égyptienne. Tu te rappelles de ces rapports disant que pendant les manifestations sur la place Tahrir, des femmes étaient tout à coup entourées par des douzaines d'hommes et emportées tout en étant tripotées et agressées. Ça s'appelle Taharouj Gamea en arabe, ce qui veut dire harcèlement collectif. Charlie, c'est répugnant. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit en Allemagne. Et pourquoi pas? Au Caire, une des théories disait que les frères musulmans organisaient les agressions pour dissuader les femmes d'assister aux manifestations. Et maintenant? Je ne sais pas, mais il existe une théorie qui affirme que pour briser une société, il faut commencer avec les femmes, car de cette manière, les hommes vont commencer à avoir peur. À l'heure actuelle, Charlie, l'Europe va devoir lutter pour trouver l'équilibre entre protéger ses citoyens et aider les migrants. Des habitants meurent de faim dans les villes syriennes assiégées. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence mardi pour discuter de la crise dans la ville de Madaya, tenue par les rebelles, située à environ 25 km au nord-ouest de la capitale syrienne Damas et à 11 km de la frontière avec le Liban. Madaya est assiégée depuis début juillet par les forces du gouvernement et leurs alliés du mouvement islamiste chiite Hezbollah au Liban. L'ONU dit avoir reçu des rapports crédibles faisant état de gens mourant de faim et affirme que 400 personnes doivent être évacuées d'urgence pour recevoir des traitements médicaux. Lundi, un convoi d'aide humanitaire a amené de la nourriture, des médicaments, des couvertures, du matériel pour construire des abris et du savon à 40 000 habitants de la ville. C'est la première distribution d'aide humanitaire autorisée à Madaya depuis la mi-octobre. La situation à Foua et Kefraya est également critique, car on estime que 20 000 personnes y sont prises au piège. Les deux villes étant assiégées depuis le mois de mars par les forces rebelles. Des camions d'aide humanitaire ont reçu l'autorisation d'entrer à l'intérieur après un accord passé entre les deux parties. Ils ont amené des aliments de base, tels que de l'eau, ainsi que du lait maternisé, des couvertures, des médicaments et des fournitures chirurgicales. Finalement, les convois d'aide sont enfin autorisés dans ces villes, même si je ne sais pas combien de temps ces provisions vont durer. Et ensuite, Catherine, les gens meurent de faim. Des rapports racontent que des hommes tuent des chats pour donner à manger à leur famille, que des gens fouillent dans les poubelles ou mangent de l'herbe. Selon Médecins sans frontières, un total de 28 personnes, dont 7 enfants, sont morts de faim à Madaya depuis le 1er décembre. Oui, Charlie, c'est difficile d'imaginer comment ceux qui sont encore vivants vont pouvoir se débrouiller pour survivre dans ces conditions. Alors, pourquoi les officiels syriens et le Hezbollah nient qu'il y ait eu des morts dans la ville? C'est incroyable. Toutes les parties du conflit font la guerre en assiégeant. Ils encerclent les régions peuplées en empêchant les civils de partir et en bloquant l'accès aux aides humanitaires. Une tentative pour obliger leurs ennemis à se rendre. Exactement. À l'heure actuelle, il y a au moins 15 endroits assiégés et près de 400 000 personnes n'ont pas accès à l'aide humanitaire.
Il y a vraiment trop de partis en conflit. Les forces loyales au président Bachar al-Assad, les rebelles opposés à son régime, les militants djihadistes de l'État islamique. Ça a été une guerre civile brutale. Plus de 250 000 Syriens ont perdu la vie en presque 5 ans de conflit. Et 11 millions de Syriens ont été contraints de quitter leur foyer. On devrait toujours se rappeler de tous ces faits quand on discute de l'accueil à offrir aux réfugiés syriens. Tu ne crois pas, Charlie?